la première chose à faire pour accompagner un jeune dans sa persévérance, ben, c'est de croire en lui et en son potentiel. Hey, bienvenue à Moment Carrefour, une mini-série de balados que le Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan lance dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2021. Pour le plaisir de tes oreilles, Christine Leclerc, responsable de l'école au CJE, sera l'animatrice de l'épisode que tu t'apprêtes à écouter. Elle aura le bonheur de discuter des différentes façons d'envisager l'école, les apprentissages et la persévérance avec une invitée captivante. On écoute ça maintenant. Aujourd'hui, on a avec nous Caroline Durand-Lot, qui est étudiante à la maîtrise à l'UQTR et également agente de recherche. Donc, je vais la laisser se présenter un peu plus pour que vous appreniez à la connaître. Donc, merci. Bien, bonjour Christine. Alors oui, je suis étudiante à la maîtrise en éducation. En fait, c'est un retour aux études pour moi là, après avoir travaillé pendant près de 15 ans auprès des adolescents, principalement au Carrefour Jeunesse Emploi, aussi dans les écoles, comme suppléante au départ. Et je travaille en recherche, en fait, aussi là, avec entre autres Nadia Rousseau, chercheur qui s'intéresse beaucoup à l'inclusion scolaire, au bien-être des élèves à l'école. Et moi, mes recherches portent principalement sur le bien-être à l'école, mais à partir des approches de la pleine conscience, comment est-ce qu'on peut les intégrer à l'école. Et dans mon travail, je me suis vraiment beaucoup intéressée à la prévention du décrochage scolaire. Alors, c'est un autre sujet que j'ai beaucoup à cœur. Ah ben, merci beaucoup. Moi, j'aimerais ça savoir, Caroline, quel genre d'étudiante tu étais, toi, durant ton secondaire, cégep? Ben, au secondaire, je pense que je suis une élève qui aurait pu être facilement à risque de décrochage scolaire. Parce que en fait, puis heureusement, j'étais vraiment excellente à l'école. Donc, j'avais besoin de faire aucun effort et j'avais de très bons résultats, ce qui, en retour, faisait en sorte que je m'ennuyais vraiment beaucoup dans mes classes. Je manquais souvent à l'école aussi parce que justement, je ne voyais pas tellement, d'intérêt et cet ennui-là par rapport à l'école, en fait, là, est resté pas mal tout le long de mon secondaire et moi, j'étais une jeune qui était très intéressée par les arts à ce moment-là. Donc, ce qui m'intéressait dans mes cours, c'était l'art dramatique, c'était en parascolaire là, de faire partie de l'équipe de théâtre. Mais j'ai vraiment aimé mes études quand je suis arrivée au cégep. Là, j'ai étudié en photographie et en art. Et ça a été une révélation pour moi là, à la fois de passer mes journées à faire des choses que j'aimais, mais aussi d'avoir des cours qui me permettaient d'aller plus loin dans mes réflexions, que ce soit en littérature ou en philosophie. Là. Je devais être une des rares étudiantes qui aimait vraiment beaucoup ces cours de philo au cégep. Donc, c'est ce qui m'a amené à poursuivre là, par la suite à l'université aussi pour étudier la littérature, mais dans le but de l'enseigner. Et finalement, ben, la vie m'a amené ailleurs, m'a amené plus à travailler auprès des jeunes là, en enseignement scolaire. Ah, c'est cool. Beau parcours. Puis, toi, dans le fond, en tant qu'étudiante et aussi quelqu'un qui est très impliqué à l'université dans la recherche, c'est quoi ta vision? Je suis curieuse de savoir ta vision du système scolaire québécois. Ben, en fait, pour avoir travaillé quand même longtemps à la fois dans le système puis en périphérie du système scolaire, là, dans le fond, dans des programmes de persévérance scolaire, je suis à même de dire que le système, c'est avant tout des gens hyper passionnés qui vont faire que ça fonctionne bien. Je pense qu'on a un système qui est quand même bien, qui a beaucoup d'améliorations, par contre, à y apporter. Mais ce qui fait la différence, c'est l'engagement des gens qui y travaillent, des enseignants qui travaillent avec leur cœur, qui vont vraiment accompagner les jeunes de façon incroyable, parfois avec peu de moyens. Ce qui, par contre, le côté plus négatif, ce que j'aime moins de notre système scolaire, on en entend quand même souvent parler ces temps-ci, c'est le côté plus ségrégationniste, c'est-à-dire, je ne suis pas nécessairement contre l'école privée, c'est pas ce que je veux dire, mais on a quand même un système euh, qui serait à plusieurs vitesses. Là. Les concentrations scolaires ne sont pas accessibles à tous, ne sont pas accessibles aux élèves, entre autres en adaptation scolaire. Même les activités parascolaires ne sont pas toujours accessibles aux élèves d'adaptation scolaire. Il y a des concentrations qui sont quand même aussi coûteuses, qui ne seront pas nécessairement accessibles à toutes les familles. Donc, ce côté-là où il faut avoir certains résultats scolaires pour accéder à des privilèges, si on veut, parce que c'est un peu ça, être dans une concentration ou un certain
ou un certain certains moyens financiers me dérangent beaucoup de notre système scolaire. Puis, pourquoi, ben, en fait, pourquoi est-ce que tu sais, ces activités-là, plus, tu sais, hors, qui sont pas académiques, sont pas justement disponibles à ces élèves-là qui sont plus à risque de Écoute, le pourquoi, déranger? je ne saurais pas te le dire. C'est pas, c'est probablement que d'autres gens qui travaillent davantage là, à comprendre le système ou à le connaître, l'historique, là, pourraient davantage le dire. Ce que je sais, ce qu'on voit, c'est que ben, dans notre système scolaire, on a choisi de conserver les classes d'adaptation scolaire, ce qui est pas le choix que d'autres provinces, par exemple, ont fait, où il va y avoir davantage d'inclusion des élèves en difficulté. Dans les classes d'adaptation scolaire, ben, il n'y a pas nécessairement à l'horaire l'éducation physique, l'art plastique. C'est différent d'une école à l'autre. En fait, là, je ne veux pas parler, je ne veux pas généraliser pour toutes les Ouais, écoles, mais quand on entend les élèves d'adaptation scolaire, souvent ce qui nous reviennent, c'est qu'ils aimeraient avoir accès eux aussi à ces cours-là et qu'ils aimeraient avoir accès à des concentrations scolaires, sportives, artistiques, auxquels ils n'ont pas accès en raison de leurs difficultés. Et c'est des éléments qui sont tellement importants pour l'engagement et la motivation scolaire. Donc, souvent, le fait de ne pas avoir accès à ça, bien, ça agit négativement sur la motivation, alors que ce qu'on veut avec ces élèves-là, au contraire, c'est les amener plus loin, les amener à développer leur potentiel et à réussir. oui, c'est sûr. C'est sûr que si tu sais, exemple, que dans l'après-midi, tu as ton cours d'art plastique, toi, tu tripes art, ben ça va peut-être plus justement te donner le goût ce matin-là de te lever puis de Ben venir oui, faire ta journée à l'école. tout à fait, puis on le voit avec les élèves, en fait, qui ont de bons résultats scolaires la journée où tu as un après-midi d'art plastique, bien, ça reste une journée que tu es beaucoup plus motivé que quand tu as français, maths, sciences, anglais. Et c'est pas parce que nécessairement ils sont pas bons dans ces matières-là, c'est juste que c'est plus divertissant pour eux d'avoir un cours d'éducation physique, un cours d'art plastique, ou ça Ouais. l'amène, ça l'amène un allègement un peu dans l'horaire aussi, là. Toi, Caroline, c'est ça, tu as travaillé quand même assez longtemps pour Passeport pour ma réussite, qui est un programme qui est offert au Carrefour Jeunesse Emploi. Euh, Qu'est-ce que tu as pu constater au fil des années en accompagnant tu sais, ces jeunes-là tu sais, au niveau de la motivation? Puis est-ce que des programmes comme ça euh, aident au cheminement de ces enfants-là, puis aident à la rétention à l'école? Ben, d'abord, oui, moi, en fait, c'est moi qui ai développé le programme Passeport pour l'adapter à Shawinigan avec une équipe, bien sûr, là, qui était vraiment merveilleuse. Et on avait cette vision-là dès le départ, que Passeport pour ma réussite devait être l'endroit où on allait soutenir les jeunes, peu importe ce qui se passait dans leur vie, et qu'on allait toujours être sûr qu'ils croyaient en leur potentiel. Donc, un jeune qui n'avait pas un bon rapport à l'école, qui se faisait mettre dehors de la classe pour X, Y, Z raison. Nous, la vision qu'on avait, c'est que nous, on allait l'accueillir comme il était, qu'on allait travailler avec lui pour l'amener à réussir en travaillant sur vraiment les aspects sur lesquels il avait besoin de travailler pour s'engager davantage à Mm. l'école. Puis la beauté de Passeport pour ma réussite, c'est de travailler de manière systémique. Parce que la réussite scolaire, ou la persévérance scolaire, c'est malheureusement pas juste une affaire d'école parce que ça se passe souvent bien au-delà du 9 h à 4 h, là, du lundi au vendredi que les jeunes passent à l'école. Ça se passe dans la famille, ça se passe dans l'environnement social, ça se passe au niveau personnel aussi, comment est-ce que je me sens dans mon rapport à l'école. Donc, il y a beaucoup d'autres points sur lesquels travailler et je pense que la force de Passeport, c'est de travailler justement sur tous les aspects de la vie de l'élève et surtout de travailler en collaboration avec l'école, de travailler en collaboration avec la famille et d'essayer de faire en sorte que tous ces gens-là aillent dans la même direction pour le bien du jeune. OK. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'est un très beau projet, puis on est chanceux d'avoir accès à ça à Shawinigan. Oui, tout à fait. Puis tu demandais, en fait, est-ce que ça fonctionne? Ben, en fait, oui, ça fonctionne parce que dès qu'on accompagne un jeune dans ses besoins, dès qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour de lui pour venir pallier peut-être les difficultés, pour venir soutenir ses forces, bien déjà, on est en train de travailler à lui dire qu'on a confiance en lui puis qu'on croit qu'il vaut la peine qu'on s'investisse dans sa réussite.
Et souvent, ben, le jeune n'est pas prêt lui-même à croire en sa réussite. Donc, les adultes autour qui le regardent et qui disent: «Oui, moi, je crois que tu es capable», ça fait déjà une énorme différence, là. Faut pas minimiser la force et le poids, de cet accompagnement-là et de ce qu'on peut dire à un jeune. Puis des fois, c'est quelque chose qu'on va dire qui a l'air de lui passer comme sur le dos d'un canard, mais quelque part à l'intérieur de lui, ça s'installe, puis ça va faire du chemin. Puis ça, c'est autant ce qu'il va recevoir de positif des adultes que ce qu'il va recevoir de négatif. Si on lui dit: «Bah, tu pas bon à l'école, puis tu réussiras pas», ben ça peut nous sembler anodin, mais chez un jeune, ça peut, rester très longtemps des paroles comme ça. Donc je pense que la 1 chose à faire pour accompagner un jeune dans sa persévérance, ben, c'est de croire en lui et en son potentiel. Puis en fait, est-ce que tu penses qu'il faudrait plus de programmes modelés, ben, pas exactement modelés sur Passeport, mais qui vont travailler justement, tu sais, tout ce qui est motivation? Est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'il en faudrait plus? Moi, je pense qu'il en faudrait plus, là. Mon rêve un peu fou, là, ça serait que dans toutes les écoles, il y ait des conseillers à la persévérance qui agissent un peu comme Passeport. En fait, les conseillers à la persévérance de Passeport, leur rôle, c'est d'accompagner le jeune, de créer des liens avec la famille, de s'assurer, comme je disais, que tout le monde va dans la même direction, mais aussi d'accompagner le jeune dans tous ses besoins et pas juste nécessairement Mhm. dans ses difficultés scolaires. Je pense que s'il y avait des personnes comme ça dans le milieu scolaire qui puissent trouver des opportunités aux élèves, si on pouvait leur présenter différentes façons de s'épanouir et pas, tu sais, le système scolaire, ça reste que majoritairement, même s'il y a plusieurs approches pédagogiques qui commencent à émerger, qui vont être différentes, comme l'approche par la nature, comme la pédagogie en plein air ou la pédagogie par projet, des choses comme ça, c'est de plus en plus présent, puis ça, c'est vraiment positif. Mais ça reste que le modèle pédagogique traditionnel est quand même dominant. Puis, souvent, pour les jeunes qui sont désengagés de l'école, ben, c'est un modèle qui n'arrive pas à les motiver. Donc, je pense que si on était capable d'arriver à proposer plus de variantes aux élèves et à trouver qu'est-ce qui, eux, vont les accrocher, bien, on aurait davantage de leviers pour agir sur leur persévérance. Mais tu sais, justement, tu sais, on en parle beaucoup dans les médias, tu sais, depuis des années. En fait, tu sais, des exemples comme le modèle scandinave, qui est vraiment basé sur l'élève qui progresse à son rythme, qui a une attention adaptée que ce soit à sa maturité, ses besoins ou à ses difficultés, tu sais, qui a quand même fait ses preuves, là. Tu sais, c'est justement les écoles dans ces pays-là, on voit qu'il y a beaucoup moins de décrochage, d'échecs, ou sinon l'école alternative qui est présente au Québec, qui est un peu basée un peu sur ce modèle-là, qui implique beaucoup les parents, puis c'est beaucoup justement c'est l'élève qui apprend à son rythme aussi. Est-ce que ces modèles qui ont quand même fait leurs preuves, c'est pourquoi en fait c'est si long avant de. Avant de les développer Ouais, davantage. oui, c'est ça, on sait que ça marche. Oui. Ben, écoute, encore là, je ne suis pas spécialiste là, du système scolaire comme tel. C'est sûr que le monde de l'éducation, en fait, tout le système scolaire, c'est un immense paquebot, là, donc Mhm, d'arriver à le déplacer, il y a plusieurs acteurs à prendre en compte, entre autres les enseignants. Puis même chez les enseignants, c'est des professionnels qui sont autonomes dans leur pratique, donc la vision n'est pas la même d'un enseignant à l'autre. Donc mhm, déjà, d'avoir tout le monde qui souhaite aller dans la même direction, ça reste un défi quand même. ouais. Puis, tu sais, il faut savoir aussi que oui, il y a des super belles approches comme ça qui existent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes pour tous les élèves. Donc, je pense que d'avoir du choix, c'est déjà intéressant. Mais moi, je suis comment que je pourrais dire ça? Vous couperez ça au montage, mon bégaiement. Mais moi, je suis un peu idéaliste, en fait, là, puis je veux être idéaliste quand il est question d'éducation et je trouve que de favoriser le bien-être, le développement de l'élève, le développement de l'humain avant
avant le développement de toutes les compétences académiques, qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes. Mhm. Ça reste que de prendre soin de son développement émotionnel, de prendre soin de son développement global, donc justement par des approches comme les approches par projet, où l'élève va se développer des forces qui peuvent être extrascolaires, extracurriculum, je dirais peut-être, Mhm. peuvent être vraiment très intéressantes. Parce qu'un élève qui se sent compétent, en fait, un élève qui se sent incompétent dans les matières de base, le français, maths, anglais, souvent va se sentir imbécile ou va avoir l'impression qu'il n'a pas ce qu'il faut pour réussir, alors qu'il peut avoir plein, plein, plein d'autres forces, Ouais. même s'il y a davantage de difficultés dans ces matières de base-là. Donc, de lui permettre de s'épanouir de manière différente, d'axer moins sur l'évaluation, sur le résultat, mais davantage sur le cheminement. Je pense que c'est des approches qui sont très intéressantes et qui devraient être davantage implantées, là. Il y a certains théoriciens, certains pédagogues qui prônent l'abolissement tout simplement là, de l'évaluation au profit de l'apprentissage continu. Je trouve que c'est des choses intéressantes, du moins, à regarder, là. Ouais, ben c'est ça, il y a des élèves pour qui justement ils vivent beaucoup de difficultés, puis l'académique des fois va stagner. Puis des fois la matière n'est même pas acquise encore, puis on en rajoute, puis là c'est là que ça fait que ça stagne, puis je je sais Oui, pas si puis je me trompe, mais c'est quelque chose qu'on dirait que je peux constater là, que ouais, j'ai pu voir. puis je pense qu'il n'y a pas une réponse simple, en fait, là, à Ouais. qu'est-ce qu'on devrait faire parce qu'on travaille avec une multitude d'individus, tant du Mmh. côté des élèves que du côté de l'équipe école. Mais chose certaine, je pense que plus on va offrir de choix aux élèves, plus on va les engager, plus on va leur permettre de développer, de trouver leurs compétences, développer leur potentiel. Puis pour ça, ben, il y a une chose que je pense qui est vraiment importante et et le système scolaire, le milieu scolaire s'en va de plus en plus vers ça. On le voit avec le nouveau référentiel de compétences là, des enseignants qui est sorti récemment, mais c'est tout le travail de collaboration à l'intérieur de l'école entre les enseignants et les différents professionnels, travail de collaboration avec la famille, de travail de collaboration avec les intervenants externes, comme justement les Mmh. intervenants du Carrefour, parce que c'est cliché de le dire, là, ça prend tout un village, pardon, pour Ouais. élever un enfant. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est que la réussite du jeune, ça repose sur plusieurs facteurs. Puis plus on va travailler en équipe autour du jeune, bien, plus on va l'amener loin, là. J'aimerais ça t'amener sur, tu sais, parce que justement avec tout ce qui arrive durant la pandémie là, le est-ce que à l'école justement ben, à l'université, vous en discutez justement de c'est un peu les conséquences que ça va avoir sur, là, il y a des résultats qui sont sortis récemment par rapport au taux d'échec, Mmh. des élèves à cause du tu sais, tout ce qui est virtuel, des fois, ils vont à l'école un jour sur 2 puis tout ça. Est-ce que vous commencez à regarder un peu l'après COVID, puis en fait, ce que ça va avoir comme conséquence sur, les adolescents? Bien, il y a plusieurs équipes de recherche là, qui se penchent là-dessus, tant en éducation qu'en psychologie. Pour l'instant, je pense que, en tout cas, moi, dans les projets de recherche là, sur lesquels je gravite un peu comme agent de recherche, ce qui nous intéresse davantage, c'est de voir comment est-ce que les jeunes vivent d'abord et avant tout cette pandémie-là, c'est quoi l'impact pour eux. Euh, j'ai pas tant peur personnellement pour leur apprentissage. En fait, encore là, ça c'est mon côté très humaniste, je dirais. Pour moi, et là c'est très personnel, je pense qu'en ce moment, on vit une situation qui est tellement unique, qui est tellement particulière, qui amène énormément de chamboulements dans la vie de tout le monde. Et les jeunes ont à vivre les chamboulements dans leur vie personnelle à un âge où on est en développement, en train de chercher ses repères, en train de construire sa personnalité. Donc, ils ont à vivre ces chamboulements-là dans leur vie. Ils ont l'impact de ce que leurs parents vivent aussi. Donc, ça peut être très gros pour certains jeunes. Et je pense que dans ce contexte-là, tu sais, 1 an d'apprentissage, 2 ans d'apprentissage sur toute une vie, j'ai envie de dire, c'est pas la fin du monde
si on ne réussit pas à atteindre le programme, si on se concentre sur quelques apprentissages plus, plus importants, mais qu'on accompagne vraiment les élèves au niveau de leur bien-être, au niveau de ce qu'ils vivent, de comment est-ce qu'ils vivent, qu'on les outille aussi à faire face à ça. Je pense on peut envisager que bien accompagnés, ces jeunes-là vont devenir des adultes qui peuvent avoir développé une grande résilience, puis beaucoup de ressources internes après avoir vécu quelque chose comme ça. Puis les apprentissages académiques, bien, ça se reprendra là, Mhm. en cours de cheminement scolaire. Mais, tu sais, j'entends des fois là, des gens dire, ben là, faut que les élèves continuent de performer, il ne faut vraiment pas qu'ils manquent les apprentissages. C'est comme s'il fallait absolument être. On peut-tu arrêter d'être dans la performance, là, puis arrêter de se mettre cette pression-là en plus de réussir, puis d'avoir des bonnes notes malgré tout? On, Peux-tu juste les accompagner? Puis l'école, les apprentissages qu'ils font, ben, je pense que c'est super important que ça continue, mais qu'à l'intérieur d'un cours, on prenne le temps de jaser de ce qu'on vit, puis de comment on le vit, puis de faire quelque chose pour s'exprimer là-dessus plutôt que de juste faire du cahier. C'est super important. Puis ce que je vois aussi, puis encore là, je ne peux pas généraliser à l'ensemble là, du Québec. Je vois autour de moi, Mhm. soit avec mes propres ados, j'en ai quand même plusieurs à la maison, ou avec ceux qui je parle et avec qui je travaille. Je pense qu'on a des enseignants vraiment hyper engagés là, qui essayent de faire des miracles parfois à travers leur écran avec des contraintes d'une journée sur deux, les masques, tout ça, qui empêchent beaucoup toutes ces pédagogies-là qu'on disait tout à l'heure, là, les pédagogies par projet, travail d'équipe, utilisation de classes flexibles, toutes des choses justement plus novatrices sont rendues plus difficiles en contexte de pandémie. Donc, on revient parfois à un enseignement plus traditionnel, moins motivant aussi pour les élèves. Donc, je pense que les enseignants essaient beaucoup là, de trouver des façons de motiver les élèves puis de passer les apprentissages. Mais en même temps, si ce que les élèves ont besoin, c'est de motivation puis de trouver un sens à ce qu'ils font, bien, prenons le temps de les accompagner là-dedans puis de les aider à trouver un sens. Davantage que de dire qu'il faut absolument qu'il ait atteint tels objectifs du programme cette année. Ouais, bon, c'est pas si grave, là, selon moi, s'ils Non, ne c'est l'atteignent ça. pas, mais qu'ils passent à travers la pandémie sans nuire à leur bien-être Mhm. psychologique. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est là qu'on se rend compte que, quand on parle beaucoup de santé mentale aussi ces temps-ci, là, à quel point c'est important de la préserver et tout ça. Puis, comme tu dis, c'est vrai que académiquement, on peut reprendre justement le retard qu'on a accumulé. Là, puis, c'est de se préserver l'important, c'est sûr. Oui, puis, tu sais, on est toujours en retard par rapport à quoi? On est en retard par rapport à une norme. C'est Mais ça. en ce moment, est-ce qu'on peut encore se fier à des normes d'un monde qui n'existe plus, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui Mm. va être non plus? Puis c'est partout pareil, hein, c'est dans tout, je veux dire, c'est sur toute la planète là, qu'il y a des écoles fermées, qu'il y a des élèves qui accumulent des mois de retard. Donc, on est en retard par rapport à quoi? Ouais. C'est ça aussi que ma réflexion, je te dirais là-dessus. Là. Je sais pas si tu es à l'aise de me parler de tout ça, là, mais on voit beaucoup aussi, j'en reviens aux médias, à quel point c'est difficile de recruter des enseignants ou les enseignants, justement, décident soit de quitter le domaine ou d'interrompre leurs études en enseignement parce que, justement, ils sentent que, en fait, la vocation est comme pas, est pas présente ou justement, c'est pas ce qu'ils imaginaient. En fait, ils sont un peu déçus du système, comment ça fonctionne. Ben, c'est sûr Quelque que chose que tu ayant très peu travaillé ouais. directement dans les écoles, c'est difficile pour moi de me positionner à Mmh. savoir qu'est-ce qui fait en sorte que les enseignants quittent. En fait, il y a plein d'études qui ont été faites là, sur cet aspect-là. J'avais lu quelque chose que je trouvais intéressant dans une étude récemment, puis je suis même pas capable de la citer, là, je sais même pas qui avait mené cette étude-là, fait que c'est pas super scientifique là, mon propos, mais ça reste que j'avais lu quelque part qui disait, mais tu sais, il faut se rappeler que les
enseignant, c'est comme dans toute autre, formation, il y a des gens qui vont là, heu, parce qu'ils ont un intérêt au départ ou qui font ce choix-là, puis que finalement, ils se rendent compte en travaillant dans ce milieu-là que ça leur convient pas, comme il y en a qui vont étudier, en physiothérapie, qui se rendent compte que finalement, je j'ai pas envie d'être physio ou en finance, puis finalement, le monde de la finance, ça me rejoint moins. Fait il y a d'une part, il y a peut-être ça aussi dont il faut tenir compte, mais c'est Ouais. sûr que c'est être enseignant, on dit souvent que c'est une vocation, mais c'est tellement un travail qu'on se rend pas je pense qu'on se rend pas nécessairement compte de tous les aspects qui sont impliqués dans l'enseignement parce que oui, il y a toute cette idée de passeur de savoir, en fait, de passeur de culture, mais il y a tout l'aspect socio-émotionnel aussi, l'importance de l'enseignant pour, la réussite de l'élève, pour la persévérance. Ça, la recherche est très claire là-dessus. L'enseignant est le facteur numéro un de réussite scolaire et de persévérance, de l'élève. Donc, tout cet aspect-là qui doit être pris en compte par l'enseignant, qui a 30 personnes, 30 individus différents devant lui dans la classe avec des besoins différents. Comment faire en sorte que tous ces élèves-là puissent apprendre en tenant compte de leurs spécificités, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils soient bien dans la classe, qu'on développe les différentes sphères, puis qu'on atteint les 3 objectifs, en fait, de l'école québécoise. Tout ça, c'est quand même très exigeant. Fait que je pense que Mmh. c'est une profession qui est très demandante, qui peut être extrêmement valorisante, mais qui est très demandante. Puis c'est la même chose en intervention, tu sais, quand on travaille avec des êtres humains, souvent on va travailler dans ces métiers-là parce qu'on est profondément humain, on a envie d'aider d'autres êtres humains, on a envie de les accompagner. Donc, ça peut être aussi très exigeant émotionnellement, ce type de profession-là où on accompagne d'autres personnes, là, quand on est très, très investi, je pense que la limite entre, mon bien-être, le bien-être des élèves, où est-ce que j'arrête quand les besoins du système, justement, sont très grands. Je pense que tout ça fait en sorte que ça fait de multiples facteurs qui peuvent, rendre le métier plus difficile, là. Fait que Ouais. encore là, c'est mon opinion, c'est pas je suis pas Ouais, experte sur ça ce fait du sujet-là sens. précisément, mais je pense que tout ce qui tout ce qui est de la relation, parce que c'est un peu une certaine relation d'aide en quelque Mmh. part, là, dans le sens où c'est une relation d'accompagnement du moins. Fait que tout ça, ça fait en sorte que ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'engagement, là. Puis, justement, toi, pour, dans le cadre de tes recherches, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu peux nous en parler? Tu sais, est-ce que les projets justement sur lesquels, tu travailles, c'est plus, en Bien, profondeur? je peux te parler de mon projet, en fait, de maîtrise là, qui est venu, de mon expérience à la fois auprès des élèves en difficulté, puis à la fois auprès des adultes. En fait, moi, je suis enseignante de yoga et de méditation pleine conscience et en fait, je jumelle les 2 là, depuis, longtemps, l'enseignement, à travers, mon entreprise aux adultes de la méditation, du yoga et mon engagement auprès des jeunes là, plus en souvent des jeunes en difficulté, au niveau de la persévérance scolaire et voyant tous les bienfaits que la pleine conscience amène aux adultes, c'est-à-dire, meilleure gestion des émotions, meilleure connaissance de soi, gestion du stress, autocontrôle, mais aussi tous les effets au niveau neuronal sur les fonctions exécutives. Donc, on parle de la mémoire, on parle de l'attention, la concentration, faciliter les apprentissages. Mais moi, j'ai eu la curiosité de voir est-ce que l'utilisation de ces approches-là en milieu secondaire pourrait aider les jeunes à mieux réussir à l'école ou du moins augmenter leur bien-être à l'école. Alors, mon projet de base, c'était d'étudier les effets de la méditation pleine conscience sur les adolescents en milieu scolaire. Et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de programme pour les adolescents en milieu scolaire, de programme de pleine conscience. Alors que c'est très, très utilisé aux États-Unis, c'est vraiment beaucoup utilisé aussi en Angleterre de plus en plus, en Europe. C'est vraiment des approches qu'on
que la recherche tend à démontrer qu'il y a vraiment des effets positifs sur la réussite scolaire et sur plusieurs facteurs, en fait, qui soutiennent la réussite scolaire. Donc, moi, je travaille à développer là, un programme, puis qui est maintenant développé. En fait, j'ai développé un programme pour le secondaire, pour les écoles québécoises, donc qui soit facile à enseigner à l'intérieur de la classe, qui puisse rejoindre à la fois les élèves en difficulté, mais aussi l'ensemble des élèves là, pour qui ça peut être bénéfique. Et en fait, là, on est en mise à l'essai de ce programme-là présentement. Et si tout va bien, on devrait être en évaluation dans une autre phase doctorale pour voir vraiment les bienfaits de la pleine conscience auprès des jeunes. Ah, mais c'est intéressant. Puis, tu sais, surtout, tu sais, que tu expliques que le projet existe ailleurs. Donc, tu sais, on sait qu'à la base, tu sais, c'est une bonne idée là, d'implanter ça, puis tu sais, de tenter de l'expérimenter ici. Puis, ouais, ben, j'ai hâte de voir ça, les résultats de. Ben, en fait, c'est ça. Je pense qu'on tend à. On sait que ça peut avoir des bénéfices, à quel point ça reste encore quelque chose à étudier. Mais ce qui est sûr, c'est que le bien-être à l'école, il faut s'en préoccuper. Puis, c'est un facteur important. Là, de plus en plus, on va relier les émotions à la cognition, à la disposition, à l'apprentissage. Donc, un élève qui est bien à l'école va être un élève qui va être plus disposé à apprendre. Donc, les différentes choses qu'on peut mettre en place pour l'aider à atteindre ce bien-être-là, ben, c'est important. Oui, parce que il faut se rappeler surtout, parce que le secondaire, ça donne en plein dans la période de l'adolescence, puis c'est une période de chamboulement, là, autant l'étudiant se découvre comme personne, comme futur adulte. Souvent, la personnalité, elle va se développer encore plus, les changements hormonaux et tout ça. Il y a beaucoup d'anxiété aussi qui peut être vécue durant cette période-là. Donc, c'est de là la pertinence du. Ben oui, tout à fait. Puis à l'adolescence, en fait, on est aussi, c'est une période où les émotions sont très fortes, sont vécues de façon très présente, en fait, et ne sont pas toujours faciles à identifier. Tu sais, les enfants, on ne leur apprend pas nécessairement à vivre leurs émotions adéquatement, à identifier quelles sont les émotions qu'ils vivent, puis à bien les gérer. Ouais. Donc, une émotion qui est envahissante, bien, ça fait en sorte que le cerveau est plus aussi disposé à apprendre lorsqu'on vit une grande émotion. Donc, c'est un peu de pouvoir aider les jeunes à apprendre à réguler tout ça, là, qui, on l'espère, pourrait les aider à soutenir leur apprentissage. Ah, c'est vraiment intéressant. Il en faut plus des gens comme toi qui veulent s'impliquer pour les jeunes. Puis, Ouais, ben écoute, comme j'ai dit, je suis très idéaliste, mais je pense que ça fait en sorte que justement, ça permet de. Ben, c'est ça. Pour moi, je crois aux jeunes, là, puis c'est notre rôle. Ben, je dis encore nous, là, mais je suis au Carrefour, mais c'est pas grave. Mais donc, quand je parlais à mon équipe, là, ce que je disais, c'est comme, nous, notre travail, c'est de croire en eux, peu importe ce qu'ils font, là. Puis même quand eux, ils ne croient pas en eux, puis quand personne ne croit en eux, nous autres, il faut être là pour croire en eux, puis être capable de voir le potentiel qu'ils ont. Puis des fois, le potentiel, on ne se le cachera pas, là, il a l'air caché loin, tu sais. Mais comment qu'on va faire pour aller le chercher, là? Tout le monde en a, tout le monde a sa touche de. Ouais. Ah, ben merci beaucoup, Caroline, aussi d'avoir pris ton temps pour me parler. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée. Ben, merci, bonne journée. Bye. Bye. T'as aimé la discussion que tu viens d'entendre? T'as envie d'un accompagnement pédagogique différent qui répond à tes besoins? Le Carrefour Jeunesse Emploi est là pour toi. T'es au secondaire en ce moment et tu résides à Shawinigan? T'as tout à gagner de devenir un élève du programme Passeport pour ma réussite. Tu sens que tu as besoin de motivation pour terminer tes études? Il y a clairement une intervenante en persévérance scolaire qui pourrait t'accompagner dans tes défis. Tu aimerais terminer tes études secondaires aux adultes, mais tu as besoin d'un petit coup de pouce? C'est à l'école, au CJE, que ça se passe. Tu as envie de t'impliquer auprès des jeunes de ton quartier? Passeport pour ma réussite est toujours à la recherche de bénévoles en or. C'est les journées de la persévérance scolaire et ce que je viens de te nommer en ce moment
c'est seulement les projets qui agissent en persévérance scolaire. Mais au Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan, eh ben, t'as une ribambelle de passionnés qui sont là pour t'accompagner dans un paquet de domaines. Là, je vais prendre une grande inspiration parce que tu pourrais recevoir de l'accompagnement dans tes démarches de migration, tu peux donner vie à tes idées entrepreneuriales, tu peux recevoir du coaching sur tes finances, on peut t'aider dans tes choix de carrière, on peut retravailler ton CV, on peut t'aider à retrouver ou à maintenir l'équilibre dans ta vie, on peut te mettre en contact avec des futurs employeurs, puis là, ça continue comme ça, mais faut que j'arrête parce que j'ai plus de souffle. Pour connaître tous les services qui sont offerts gratuitement et pour vivre ton moment Carrefour, visite le site web du Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan et abonne-toi à nos pages Facebook et Instagram. Ton CJE est là pour toi.